Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, c'est la solution trouvée par le gouvernement pour mettre fin aux inondations dans la ville capitale économique du Bénin. La mise en œuvre de ce programme a démarré depuis janvier 2022 avec plusieurs chantiers ouverts. Les responsables de la société, des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, maîtres d'ouvrage des travaux, ont visité ces chantiers ce vendredi. Ils étaient avec une de nos équipes de reportage. Le constat dans ce journal. Le Bénin dispose désormais d'un manuel de procédure opérationnelle standard et harmonisé relatif à la criminalité maritime. Le document est validé ce vendredi 8 juillet 2022 à la fin de l'atelier consacré à sa rédaction. Il servira donc de boussole aux différents acteurs, de l'alerte jusqu'à la poursuite judiciaire des pirates en passant par les interventions. Nous parlerons également dans ce journal de la tournée des ministres de l'Éducation à l'intérieur du pays, Eleonore Yaïla Dekan, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et son collègue Yves Chabé-Kouaro étaient dans les centres de correction de baccalauréat dans les villes de Cotonou, Boïcon et Parakou, pour s'enquérir bien évidemment du bon déroulement de cette phase importante de l'examen national. Le point de ce périple dans un instant. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, c'est la solution trouvée par le gouvernement pour mettre fin aux inondations dans la ville capitale économique du Bénin. La mise en œuvre de ce programme a démarré depuis janvier 2022 avec plusieurs chantiers ouverts. Les responsables de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, maîtres d'ouvrage des travaux, ont visité ces chantiers ce vendredi. Ils étaient avec une de nos équipes de reportage. Voici le constat. Face au phénomène d'inondation, le gouvernement a mis en place le programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Les travaux inscrits dans le cadre de ce programme ont démarré début 2022 et se poursuivent conformément aux délais contractuels. Ce vendredi 8 juillet 2022, une délégation de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire descend sur les chantiers pour constater l'évolution des travaux. À Akwakpa, Vedoko et Agla, les différentes entreprises en charge des travaux sont à pied d'œuvre. Le premier chantier que nous avons visité, vous avez vu que nous sommes en train de redimensionner, de recalibrer le caniveau dont la section est devenue insuffisante pour drainer les eaux qui y arrivent. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre ces caniveaux. Après ce chantier, nous avons visité un chantier derrière la CEB. Là, nous sommes à Vedoko. Vous avez vu que pratiquement toutes les voies de ce quartier sont en cours d'aménagement pour améliorer le drainage des eaux vers un bassin de rétention qui sera réalisé à la suite de ces travaux. Puis après, nous avons visité au niveau des pylônes, là sous les pylônes, précisément au niveau du bassin que nous appelons bassin XX, des interventions qui consistait à réaliser des pistes autour d'un grand domaine où nous avons des plantes aquatiques. Sur les 3 chantiers visités, le taux d'exécution physique est d'environ 20%. La fin de ces travaux, selon le directeur des opérations de CIRAT, permettra aux Cotonois de tourner définitivement dos aux problèmes d'inondation. L'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX et la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin SA, dans le cadre de la promotion de la zone industrielle de Glodjig-Bézé, organisent depuis peu une série de sessions de présentation suivies d'une visite guidée de la GDIZ. C'est dans cette optique que la pièce et la CIPI Bénin ont accueilli ce jeudi 7 juillet 2022 le président du Conseil économique et social à la tête d'une délégation de conseillers sur le site de construction de la zone industrielle de Glodjig-Bézé. La visite des responsables de cette institution intervient quelques mois après celle du président de l'Assemblée nationale. L'objectif est de faire connaître la GDIZ aux différents acteurs politiques et économiques du Bénin. Le point avec Ouliat Sanoussi. Le président du Conseil économique et social, accompagné des présidents des commissions et de quelques conseillers de l'institution, découvre ce jeudi la zone industrielle de Glodjig-Bézé. D'abord, la maquette de la GDIZ qui leur est présentée.
Ensuite, une visite guidée du site en construction les a conduits, entre autres, au niveau des industries textiles et de transformation de noix de cajou. Mes impressions sont très bonnes. Elles me donnent une certaine fierté de tout ce que je viens de voir sur ce site-là. J'avoue, ce qui est en train de se produire dans ce site de la zone industrielle économique de Glodjigbe est très important, est très porteur pour le lendemain sur le plan économique, social de notre pays. Je ne me reconnaissais pas au Bénin. Une session de présentation de la GDIZ par les directeurs généraux de l'APS et de la CIPI Bénin a permis au président du CES et sa délégation de comprendre la politique d'industrialisation du gouvernement et le projet de construction de la zone et de découvrir les dispositifs ayant favorisé sa réalisation. Les questions liées à la fiscalité, à l'impact environnemental et autres n'ont pas été occultées par les visiteurs. Des éclaircissements leur sont apportés au cours des échanges. Aujourd'hui, la présence du président du Conseil économique et social nous permet de lui faire un point sur l'état d'avancement des travaux de la zone. Et comme vous le savez si bien, aujourd'hui nous avons fini la première phase de la zone qui couvre une superficie de 400 hectares. Nous avons signé avec 32 investisseurs qui sont en cours d'installation de leurs projets industriels. Et donc, il convient que le Conseil économique, qui joue un rôle très important dans notre pays, puisse être informé de ce qui se passe dans la zone et pouvoir être au contact des populations et vulgariser en même temps ce que nous faisons dans cette zone et qui participe à l'industrialisation de notre pays, disons à la transformation économique de notre pays. Et tout cela, pour nous, est important qu'une autre autorité, comme le président du CES, vienne se rendre compte, de manière à ce que nous puissions bénéficier également de son assistance, de son aide pour la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes les porte-voix de nos populations sur le terrain et au-delà, vulgariser ce qui est en train d'être fait jusqu'au dernier hameau de notre pays, jusqu'aux villages les plus reculés qui parfois se posent des questions. Tout en félicitant le chef de l'État, le président du CES promet que son institution apportera son soutien à ce grand projet et au gouvernement pour la réalisation d'une économie socialement forte. Parlons à présent de la première session du groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire. C'est une séance de travail présidée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et qui a pour principal objectif la relance des activités du comité au titre de l'année en cours. Allez Momoné pour les détails. Voici le cadre de concertation du ministère de la décentralisation, ses partenaires techniques et financiers et la société civile. Le groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire, GT2-DAT, tient sa première session au titre de l'année 2022. Il s'agit d'une rencontre pour la relance de ses activités. On est vraiment très heureux que cette rencontre puisse se faire aujourd'hui dans un moment où beaucoup de choses se passent, beaucoup de changements. On est dans une réforme, on a eu à plusieurs reprises à échanger, donc c'est pour nous un bon moment, au fond, de faire le point avec vous, ou que vous nous fassiez le point sur les réformes en cours, sur les étapes qui ont été franchies et sur les étapes qui restent à franchir. Et c'est aussi pour nous une bonne occasion de pouvoir exprimer des questionnements s'il y en a très certainement. Les échanges au sein de l'espace de dialogue GT2-DAT visent principalement l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le développement des communes du Bénin. Cette première session de notre cadre de concertation, qu'est le groupe technique décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire, se tient dans un contexte principalement marqué par la mise en œuvre de l'une des réformes phares du programme d'action du gouvernement 2, avec déjà pour résultat, sur la base des dispositions du protocole d'accord de partenariat gouvernement-commune, premièrement, le transfert de ressources humaines compétentes et deuxièmement, la mise à disposition de moyens conséquents en appui aux efforts consentis par nos collectivités territoriales.
Ces différents appuis procèdent de la mise en œuvre du plan 2D du secteur et visent à assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale pour faire de nos communes le soubassement du développement équilibré de notre pays. Au cours de cette rencontre, les participants ont suivi plusieurs communications, dont celle portant sur l'évolution du processus d'adoption de la politique nationale de décentralisation et déconcentration, PONADEC. Ces assises permettront de faire des propositions pour une gouvernance transparente des collectivités territoriales. Définir de nouvelles stratégies de gouvernance et de financement de leur organisation commune, c'est la préoccupation majeure des pays situés dans le corridor Abidjan-Lagos. Ils ont organisé une réunion de haut niveau des ministres en charge de la santé et des transports. Les assises se sont déroulées ce jeudi à Cotonou en présence des représentants des 5 pays membres de l'Union. Narcisse Alosser pour plus de précisions. Santé et mobilité restent toujours au cœur des préoccupations des gouvernants des pays situés sur le corridor Abidjan-Lagos. 3 ans après leur réunion de haut niveau tenue ici à Cotonou, les ministres de la Santé et des Transports de cette organisation se concertent encore pour évaluer leur coopération dans ces domaines. Une coopération dont les fruits sont déjà visibles. En se positionnant comme un complément transfrontalier aux réponses nationales dans la lutte contre le VIH-Sida, Local a contribué à réduire la prévalence du VIH chez les professionnels de cesse et chez les routiers. De même, avec la signature du mémorandum d'entente d'Accra en 2007, Local a, avec l'appui de la Banque mondiale, assuré jusqu'en 2019 un rôle d'observatoire de la facilitation du commerce et du transport le long du corridor Abidjan-Lagos. Local a ainsi procédé à la collecte, l'analyse et la diffusion d'indicateurs, notamment la moyenne de temps de traversée des frontières des camions chargés de marchandises, le temps de séjour des marchandises dans les ports, le nombre de barrages routiers à chaque 100 km. À ces résultats, il faut ajouter la collecte électronique des données des accidents de la route à Cotonou. Des efforts qui aujourd'hui suscitent beaucoup d'espoir au sein des pays membres du corridor Abidjan-Lagos. Nous nourrissons l'espoir que le mandat de Local sera renouvelé, passé en revue, pour permettre à l'organisation de prendre en compte les nouveaux défis qui sont notamment la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la sécurité routière au niveau des frontières de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Et c'est justement autour de ces nouveaux défis que les réflexions ont été menées au cours de cette deuxième réunion de haut niveau des ministres de la Santé et des Transports. Pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes au sein de cette organisation, le sujet relatif à l'autoroute Abidjan-Lagos est encore sur toutes les lèvres. Ce n'est pas encore une réalité, l'autoroute Abidjan-Lagos, mais nous nourrissons l'espoir que sous peu, grâce aux bailleurs, ce sera une réalité, également à travers le nouveau mandat qui sera celui de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Le projet fait partie d'un faisceau de propositions contenu dans un document de déclaration révisé qui sera soumis sous peu à l'appréciation des chefs d'État des pays membres. Créé en 2002, le corridor Abidjan-Lagos regroupe 5 pays, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Je l'annonçais en titre, le Bénin dispose désormais d'un manuel des procédures opérationnelles standards et harmonisées relatifs à la criminalité maritime. Le document est validé ce vendredi 8 juillet 2022 à la fin de l'atelier consacré à sa rédaction. Il servira donc de boussole aux différents acteurs, de l'alerte jusqu'à la poursuite judiciaire des pirates, en passant par les interventions. Reportage. Des applaudissements nourris des participants de l'atelier de finalisation des procédures opérationnelles standards et harmonisées poches relatives à la criminalité maritime après le discours de validation prononcé par le représentant du ministre de la Justice et de la Législation. C'est l'aboutissement de 96 heures de consensus entre les différents acteurs pour harmoniser ce manuel pour la lutte contre les crimes en mer. Selon une étude de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la piraterie dans le golfe de Guinée connaît une propension inquiétante depuis plus d'une dizaine d'années et le Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest,
situé au centre de cette zone géographique, n'échappe pas à cette réalité. La recrudescence des cas de piraterie dans cette partie du continent africain s'explique sans doute par l'inexistence d'un document de lutte stratégique harmonisé en dépit de la différence institutionnelle et judiciaire de nos États et de la disparité d'application des lois de procédure interne à chaque État. C'est désormais un problème réglé puisque ce nouveau document poche permettra de définir le rôle de chaque acteur de la chaîne et éviter un conflit d'attribution et une mauvaise gestion des preuves, éléments essentiels pour une bonne poursuite judiciaire de la piraterie et les autres crimes maritimes. La rédaction du manuel de procédures opérationnelles standard harmonisé est certes une excellente nouvelle. Cependant, nous sommes aussi conscients que nous avons nous-mêmes encore beaucoup à apprendre et à faire pour leur mise en œuvre efficace. Et c'est à cet ultime effort que je nous convie. Pour arriver à cette étape de validation et d'adoption du manuel des procédures opérationnelles standard et harmonisées POCH relatives à la criminalité maritime, les acteurs ont tenu plusieurs séances de travail. Celles-ci ont bénéficié de l'appui technique de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, et sont financées par l'Union européenne. Peu de pays en Afrique et ailleurs ont réussi à discipliner l'action coordonnée de tous les organismes chargés de l'application de la loi maritime au moyen de procédures d'exploitation détaillées. Les efforts déployés par le Bénin pour rédiger ce document constituent un fier accomplissement pour l'Afrique de l'Ouest francophone qui doit être cité comme un exemple. Le Bénin rejoint donc le Nigeria, le Ghana et le Togo qui disposent aussi de leurs documents POCH. Pour sa mise en œuvre, il est prévu dans les mois à venir une évaluation du manuel afin d'améliorer davantage son contenu. Parlons à présent de l'Organisation des professionnels d'entreprise qui tient son traditionnel forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise les 11 et 12 novembre 2022 à Grand Popo. Et ce sera la 3e édition et en prélude aux assises, les activités du FOREC, tout comme les inscriptions, ont été officiellement lancées ce vendredi à Cotonou. Il s'est agi pour les initiateurs de lever un coin de voile sur ce qui sera le contenu de ce rendez-vous devenu désormais annuel. Nous allons faire le point avec Narcisse Alossé. Pour le compte de l'année 2022. Top départ pour l'acte 3 du Forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise FOREC. Après les résultats connus lors des 2 premières éditions, l'Organisation des professionnels d'entreprise tient le pari de l'organisation de ce creuset d'échange entre les chefs d'entreprise et des personnes à vocation entrepreneuriale. L'objectif est de les former, de renforcer leurs capacités sur un certain nombre de thématiques de la vie de l'entrepreneur et de la vie de l'entreprise. L'autre objectif que nous poursuivons, c'est de contribuer à l'épanouissement personnel, à la croissance personnelle de chaque entrepreneur. L'ambition est clairement affichée, éloigner le spectre de regret de tout jeune entrepreneur. En plus des traditionnelles communications, l'agenda de ce forum dispose d'une particularité cette année. La particularité ici, c'est que nous allons organiser une foire commerciale, ce que nous n'avions pas fait aux 2 dernières éditions. Nous allons organiser une foire qui va constituer un cadre d'affaires pour les participants. Nous allons également organiser la table ronde des chefs d'entreprise. Ce sera un cadre de décision entre chefs d'entreprise béninois pour solutionner à un certain nombre de problématiques que nous vivons en tant que chefs d'entreprise. Des organisations étatiques sont aussi conviées à ce rendez-vous des créateurs de richesses auxquels elles donnent déjà leur caution. J'estime que le FOREC est un espace de formation, un espace de formatage des jeunes entrepreneurs. Je suis heureux et fier parce que le Bénin a compris, la jeunesse béninoise a compris ce qui constituait l'obstacle pour l'émergence des entreprises et l'émergence entrepreneuriale au Bénin. J'ai noté vraiment des personnes de qualité et je trouve que depuis 2 ans, beaucoup de belles choses se passent. Je pense que cette initiative est à soutenir et à encourager. D'ailleurs, les bienfaits du FOREC ont été révélés sur la toile ces dernières semaines avec une vidéo anecdotique. Lorsqu'on a transporté ce jeune homme imaginaire sur cette civière,
son ami de l'autre côté lui a demandé « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Et à l'autre de répondre « Et il faudrait qu'avant, différent. » La caricature montre surtout les rudiments de réussite que les participants tirent habituellement de ce forum. Cette 3e édition, qui élira domicile dans la cité balnéaire de Grand Popo les 11 et 12 novembre 2022, s'annonce comme une aubaine à tous ceux qui aspirent s'aventurer en entrepreneuriat. Les inscriptions sont ainsi lancées. Toute personne, aussi bien morale que physique, peut aller au charbon. Créée en mars dernier, l'organisation des professionnels d'entreprise reste le cadre juridique du FOREC, qui se veut un rendez-vous annuel des bâtisseurs. La ministre de l'Éducation, tournée depuis ce mercredi à l'intérieur du pays, Eleonore Yaïla Descamps, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et son collègue Yves Chabé-Kouaro ont visité les centres de correction du baccalauréat dans les villes de Cotonou, Boïko et Parakou pour bien évidemment s'enquérir du bon déroulement de cette phase importante de l'examen national. Le point de ce périple avec Camille Randa, Ousmane. Eleonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et son collègue Yves Chabé-Kouaro des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle sur les sites de correction du baccalauréat session de juin 2022. La tournée a démarré à Cotonou avec la visite des sous-commissions anglais, français, histoire-géographie des collèges Lenokou et Bégamin. Cap a été ensuite mis sur Boycon pour s'enquérir du niveau des travaux de correction des copies des candidats. Au lycée technique de Boycon, la délégation ministérielle a été rassurée de la rigueur et du sérieux des correcteurs. Le périple des deux ministres en charge de l'éducation s'est achevé ici au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Ils ont fait le tour des différentes sous-commissions pour prodiguer des conseils au président de sous-commission et aux correcteurs. À cette étape de Parakou, la superviseure a rassuré la délégation du travail qui est fait. À la date d'aujourd'hui, les sous-commissions ont fini. Les copies sont déjà entrées au secrétariat et quelques sous-commissions, 2, sont là pour les activités pédagogiques. Les ministres ont exprimé toute leur satisfaction après avoir visité ces centres de correction de Cotonou, Boycon et Parakou. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des enseignants très concentrés et vraiment engagés à faire du bon travail. Nous avons quand même prodigué des conseils. Nous leur avons demandé d'avoir beaucoup de professionnalisme dans ce qu'ils font. Déjà que c'est des professionnels qu'on a commis à la tâche. Ils n'ont pas été désignés par hasard, c'est des sachants. Mais nous leur avons demandé un maximum de concentration pour qu'il n'y ait pas du tout d'erreur. Le jeudi 13 juillet, c'est la date retenue pour la première délibération du baccalauréat session de juin 2022. La confirmation a été donnée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a tenu à rassurer les candidats et leurs parents. Globalement, nous pouvons dire que la délibération qui est la phase prochaine va bien se dérouler et nous allons pouvoir donner les résultats à date, à savoir le 13 juillet, les résultats seront donnés et les candidats et les parents d'élèves seront fixés sur ce qu'ils ont eu à faire tout au long de l'année. La délibération du brevet d'études du premier cycle BPC session de juin 2022 aura lieu le dimanche 10 juillet. Les résultats seront ensuite disponibles en ligne. Du hautement social, on en a encore eu cette semaine avec le gouvernement du président Patrice Talon, suite à l'approbation en Conseil des ministres de la politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026. Le directeur général de la SB2E était ce jeudi face à la presse pour expliquer les contours de la mise en œuvre de cette décision gouvernementale. On retient en effet qu'il faudra désormais débourser 20 000 francs CFA pour faire une demande de branchement en République du Bénin. Nous allons suivre les explications du DG SB2E. La mise en œuvre quand même de ce projet-là va coûter une première évaluation 107 milliards au gouvernement parce que les frais de branchement, il faut quand même les supporter. Et ils seront dans un premier temps de 20 000 francs. Il faut savoir que dans le premier 10 000 francs, c'est une somme qui est requise pour Controlec, pour qu'ils puissent évaluer l'installation électrique de la maison. C'est très important pour éviter les court-circuits, les incendies ou même les électrocutions. Donc cet investissement-là reste. Il existait dans le passé, il est aujourd'hui dans la politique. C'est le coût pour obtenir le visa technique de Controlec. Le reste du 10 000 francs, c'est le coût pour, évidemment, le branchement, la main-d'œuvre. Et le tout va être associé
pris dans les mesures compensatoires au niveau du coût d'investissement. On avait d'ailleurs anticipé cette chose-là en travaillant avec le ministère de l'Énergie et le ministre. Et depuis le mois de juin, on a un projet pilote dans la zone de l'Atlantique, dans 5 localités. Le réseau, dans certains endroits du pays, ne peut pas supporter un affluent de clients additionnels. Il y a là, vous connaissez très bien les problèmes de chute de tension, les problèmes de coupure. C'est parce qu'il y en a plusieurs réseaux qui ont 20, 30 ans, voire même 60 ans, qui sont besoin d'être mis aux normes. Donc, dans un premier temps, il y a un projet au niveau du gouvernement pour remettre les réseaux de moyenne tension au niveau. Ce projet, il s'appelle Amélioration du service à la clientèle et il coûte 197 milliards en termes d'investissement et il se fait sur 4 à 5 ans. Le deuxième point qu'il faut se rappeler, c'est que le réseau, à une certaine distance du réseau, on est obligé de faire une extension, rajouter des poteaux, rajouter des câbles. Parce que si on ne fait pas ça, les câbles vont être dangereusement trop bas et puis on connaît les problèmes d'électrocution, des dangers publics. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est regarder que les premières populations, la première phase, doivent être dans un réseau qui est normalisé, qui est en bonne santé, je veux dire santé technique, et dont la maison pour le branchement est aux alentours de 40 mètres ou moins. Ces populations-là vont pouvoir bénéficier très rapidement de ce projet-là. En ce moment même, il y a des instructions qui vont être données aux directions commerciales. Et il y a 39 agences au Bénin. Ils vont recevoir des instructions, quoi dire et comment bien recevoir les gens pour bien leur expliquer. D'ailleurs, je rappellerai là-dessus que c'est vraiment à travers les agences de la SBE que les clients peuvent se rapprocher et faire la demande de branchement. On va pouvoir aussi, à ce moment-là, les renseigner s'ils sont éligibles dans un premier temps. C'est-à-dire que, comme je disais, le réseau est stable, pas de chute de tension importante, et ils sont à 40 mètres ou moins du réseau. À partir de cette information-là, on va pouvoir les guider vers Controlec pour pouvoir faire l'évaluation de leur installation intérieure et faire le branchement par la suite. Alors, présent à Lokossa dans le département du Mono pour faire un zoom sur l'atelier de co-conception des programmes d'accompagnement dédiés aux femmes entrepreneurs. C'est une rencontre qui s'est déroulée du 4 au 6 juillet 2022 grâce au projet DigiBoost. Les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant et les femmes entrepreneurs ont pris une part active à cette séance de travail. Les détails dans ce reportage. Bonne nouvelle pour les femmes entrepreneurs. Grâce à cet atelier qui s'est déroulé sur 3 jours à la station balnéaire de Grand Popo, elles ont désormais à portée de main des programmes d'accompagnement, des programmes fruits d'une co-conception. Cette rencontre qui a réuni plusieurs structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, SAEI, est venue répondre aux besoins des femmes entrepreneurs et s'adapte à leur réalité. L'atelier est organisé au titre du projet DigiBoost. Ce programme de DigiBoost qui consiste à élaborer le plan d'accompagnement des SAEI aux femmes entrepreneurs. Moi, je trouve que c'est un très bon programme. Et ce que j'ai beaucoup plus apprécié est qu'on nous a impliqué, nos femmes entrepreneurs, à la construction de ce programme d'accompagnement. Nous avons davantage reçu des informations sur les spécificités d'un programme qui s'adapte aux femmes et qui font de ces femmes peut-être des chefs d'entreprise, sûrement des capitaines d'industrie de demain. Donc du coup, on a regardé sur tous les plans, c'est-à-dire que ce soit sur le plan de la motivation personnelle, sur le plan de la gestion du couple et de l'entrepreneuriat, c'est pas facile, sur la gestion de la communication, sur la gestion des métiers, dites métiers d'hommes, et que les femmes aussi peuvent faire, sur la gestion de tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui des spécificités apportées à l'entrepreneuriat féminin. On a été outillé là-dessus, on a démêlé le vrai du faux, on a amené de l'eau aux sources des femmes entrepreneurs qui sont ici présentes avec nous. Et désormais, on est sûr qu'après ces 72 heures, on a la capacité de dire que les femmes qui sont ici avec nous sont outillées
pour se rendre compte désormais qu'elles ont les mêmes potentialités que les hommes pour créer des entreprises, pour les faire développer et pour devenir de vrais capitaines d'industrie. Le projet DigiBoost est mis en œuvre par l'Agence belge de développement Enabel et financé par l'Union européenne. Son ambition est de soutenir le secteur du numérique au Bénin. Nous avons remarqué que dans nos structures d'accompagnement, la plupart ne disposent pas d'un programme d'accompagnement dédié à la femme, dédié aux femmes entrepreneurs. Et donc, nous avons fait une étude qui a pu évaluer, qui a fait une évaluation et un diagnostic de ces programmes au sein des structures d'accompagnement qui sont bénéficiaires du projet. Et on a remarqué qu'il y a, après l'analyse des forces et faiblesses et opportunités, nous avons beaucoup de choses à faire et c'est dans ce cadre qu'on est venu ici. Le projet DigiBoost a comme partenaire de mise en œuvre le ministère du numérique et de la digitalisation. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous. Et surtout, bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane. Portez-vous bien.